Alors il est impossible en une heure et quart de parler des dames qui se sont succédées du XIe siècle jusqu'au XVIIIe. On y passerait la nuit, d'autant plus que leur histoire est excessivement riche. Alors on va se contenter de 3 à 4 dames qui, elles, ont vécu au Moyen-Âge. D'abord parce que le Moyen-Âge, moi, c'est une période que j'adore. Je suis navrée parce que ça peut sembler un peu arbitraire comme choix, mais c'est au moins personnel. Et surtout parce que c'est le début du château d'Excideuil. Et ce château, qui a longtemps été oublié, est un château qui a un passé extraordinaire et qui a joué un rôle politique très très important. Alors, le château, c'est un rappel, tombe entre les mains des vicomtes de Limoges au Xe siècle. À l'origine, ce sont les moines du chapitre de Saint-Thirier qui en sont les propriétaires. Mais comme au Xe siècle, il y a encore beaucoup de raids normands sur le Périgord, ces pauvres moines n'arrivent pas à maintenir ce pays en état pacifique et ne peuvent plus l'administrer. Alors ils vont chercher quelqu'un de fort dans leur proche entourage. Bon, mais Saint-Thirier, leur proche entourage, c'est Limoges. Le premier des vicomtes à avoir le territoire d'Excideuil s'appelait Fouché. Il vivait donc au Xe siècle, et on s'est rendu compte, au fur et à mesure que l'on étudie les archives, que les vicomtes de Limoges ont toujours eu des liens particuliers avec l'abbaye, la grande abbaye créée par Arédius à Saint-Thirier. Donc c'est un cadeau inespéré, ça leur tombe du ciel. Ces vicomtes, ils sont nés, eux, dans la mouvance du duché de Guyenne, et ils démarrent. Alors, leur arrivée à Excideuil, ils se trouvent avec une possession au sud. Ils vont pouvoir narguer le comté du Périgord. Il y aura d'ailleurs des démêlés au départ assez houleux entre les comtes du Périgord et les vicomtes de Limoges. Et leur première chose, c'est de se dire, oui, c'est bien beau, c'est très haut, il y a de l'eau partout autour, mais comme il y a énormément de marchandises importantes qui circulent le long de la vallée de la Loue, en particulier le fer et un peu d'or, on va exciter les convoitises, donc il faut se protéger. Évidemment, il y avait une motte, qui était là pour que les habitants puissent se protéger en cas d'attaque, mais une motte en bois, une tour en bois, autour de laquelle on accumulait des troncs d'arbres, des pierres, des pointes de fer acérées, tout ce qu'on pouvait trouver pour faire une protection. Et dès que les villages étaient attaqués, pof, tout le monde s'y réfugiait. Mais ça ne tenait pas, parce que les soldats utilisaient des flèches enflammées, et très souvent, ces tours en bois s'embrasaient, et il n'y avait plus de protection. Alors, les vicomtes de Limoges vont remplacer tout ce système archaïque et en bois par un rempart en pierre. Alors quand on voit la dimension du rempart en pierre d'Excideuil, on s'émeut un peu, parce qu'on se dit comment il fait pour le faire. Bon, mais c'est très simple. Il y avait les corvées que les serfs devaient à leur seigneur, déjà. Il y avait des carrières de pierre partout autour d'Excideuil, donc une main-d'œuvre abondante et hyper bon marché, puisqu'on ne la payait pas. Ils ont pu construire très rapidement. Donc ils ont commencé à édifier le rempart, on va dire fin Xe siècle, début du XIe. Et le vicomte qui à l'époque s'est occupé de faire ce rempart s'appelait Guy Ier. Alors, ce Guy Ier, puisqu'on va parler des dames, avait une épouse, Emma, et c'est à elle qu'on va s'intéresser. Emma, comme lui, appartenait à la famille des Ségur. Vous savez que chez les Limoges, il y a eu les Limoges-Ségur, et après les Limoges-Comborne, 2 branches. Donc, Emma, ils étaient cousins. À l'époque, ça ne choquait personne. Et Emma est une femme extrêmement pieuse,
qui passe sa vie à prier, et à côté d'elle, elle a un guerrier, ce Guy Ier, un guerrier absolument épouvantable, qui commence déjà à chercher un tas d'histoires au comte du Périgord. Quand il cesse d'avoir des histoires avec le comte du Périgord, il se tourne vers le comte d'Angoulême à cause de l'abbaye de Brantôme, pour une raison très simple, c'est que l'abbaye de Brantôme rapporte beaucoup, et lui, Guy Ier de Limoges, veut avoir la main totalement mise sur cette abbaye dont s'occupe le comte d'Angoulême et l'évêque d'Angoulême. Alors, il se brouille bien évidemment avec l'évêque d'Angoulême, il tente de le faire prisonnier, le comte du Périgord et le comte d'Angoulême interviennent, libèrent l'évêque, mais en représailles, Guy Ier va incendier toutes leurs possessions qui sont limitrophes de sa vicomté. Donc tout le Périgord vert pratiquement actuel, les châteaux que l'on connaît sur le site de Varennes, tout ça, c'était terriblement fortifié justement, tout ce secteur, à cause des incursions possibles du comté d'Angoulême. Alors le pape, apprenant ça, se dit il faut faire quelque chose, on va les convoquer tous les deux. Donc pensez qu'au XIe siècle, tout à fait au début du XIe siècle, ce Guy Ier, vicomte de Limoges, a pris la route de Rome, c'est quand même pas un petit voyage, et en laissant son épouse Emma à ses prières. Quand il est arrivé à Rome, il a rencontré donc l'évêque d'Angoulême avec lequel il devait se réconcilier, et l'évêque a très très vite compris que c'était un piège, qu'on voulait la peau, entre guillemets, du vicomte. La papauté voulait s'en débarrasser pour une simple raison, c'est qu'il passait sa vie à piller les églises, les abbayes, et quand il le pouvait, à faire éliminer les abbés qui le dérangeaient et qui s'opposaient à son pouvoir. Alors, assez curieusement, l'évêque est allé le prévenir, et la légende raconte qu'ils se sont enfuis de nuit sur la même mule, mais ça on n'en est pas certain. Alors il est rentré réconcilié, repentant à Limoges, mais il a recommencé aux grandes dames de son épouse. Et cette pauvre épouse, cette pauvre Emma, elle se forçait à écouter 10 messes par jour pour le salut de l'âme de son vicomte de Marie. Et 1 à 2 fois par semaine, elle parcourait à genoux la salle capitulaire de Saint-Martial de Limoges. Bon, c'est une immense abbaye, dont vous voyez le sacrifice que ça exigeait d'elle. Alors, non contente d'avoir un mari terrible, elle avait un fils qui l'était tout autant. Ce fils, Adhémar, n'avait pas 14 ans lorsqu'il a attaqué une abbaye. Il a volé tout ce qu'il y avait de précieux, et après il a mis le feu partout, et il avait chassé les moines. Donc il a les mêmes tendances que le père, et Emma se dit que il faut agir, parce que jamais ils n'auront de paix, jamais. Alors elle qui est très pieuse, elle souhaiterait qu'il soit comme elle, mais pas du tout, ça ne les intéresse pas. Alors un beau jour, elle se décide à partir en pèlerinage. Au Moyen-Âge, ça se fait beaucoup. Nous sommes en 1017 et elle choisit de partir à Saint-Michel. Donc Saint-Michel, pas le mont Saint-Michel que nous connaissons, mais un Saint-Michel beaucoup plus proche, Saint-Michel de Lerme, qui se trouve dans la baie d'Aiguillon, donc à peu près à 300 km de Limoges. Mais c'est un voyage terrible à accomplir. Et elle veut y être absolument pour la Saint-Michel. Alors le choix de cette abbaye n'est pas anormal, c'est une abbaye qui a été ravagée par les Normands, et les vicomtes de Limoges ont aidé un évêque de Limoges qui s'appelait Eble à reconstruire entièrement cette abbaye. Donc quelque part, il y a une part de la vicomté dans cette abbaye. Alors elle part. Alors un départ comme ça, c'est terrible. Elle part avec toutes ses dames de compagnie, ses serviteurs, et tout son matériel, c'est-à-dire toute la vaisselle, les vêtements, tout est mis à l'intérieur de grands coffres. On charge ces grands coffres à l'intérieur de chariots qui réparent des bœufs. On s'en va et comme les routes ne sont pas sûres,
Guy Ier, qui tient à sa femme, a demandé à un groupe de chevaliers de l'escorter. Alors, bon, c'est vrai que les chemins ne sont pas sûrs et ils ne sont surtout pas entretenus. On roule très très doucement. Ils font à peu près 30 à 50 km par jour. Quand on arrive dans des zones boisées, l'escouade de chevaliers demande aux chariots de se dissimuler, c'est pas tellement évident, et ils partent à l'avant pour voir s'il n'y a pas une embuscade qui se prépare. On revient et on dit vous pouvez repartir. Alors on fait des étapes dans des abbayes ou dans des châteaux amis. Donc elle a 300 km à accomplir et elle va faire des étapes à peu près 30 km. Ils stationnent, ils vont mettre 15 jours pour arriver à Saint-Michel-de-Lerme. Bon, la malchance veut que ce même jour sont arrivés juste avant eux des dracars vikings qui sont venus, encore une fois, piller l'abbaye. Les abbayes sont riches et les vikings aiment l'or. Donc ils ont fait main basse sur tout ce qu'ils ont pu emporter. Quand ils ont vu arriver toutes ces dames, eh bien ils les ont emportées aussi. Les chevaliers se sont bien battus, mais ils n'ont rien pu faire. Et ils ont donc embarqué Emma de Limoges et ses dames de compagnie à bord de leur dracar. Je ne vous dis pas la remontée, parce que quand les Vikings remontent à bord de leur dracar, ils font des étapes régulières pour se ravitailler et pour piller partout où ils peuvent. Alors, le voyage va durer plusieurs mois. Emma de Limoges n'a jamais vu peut-être autre chose que la baie d'Aiguillon. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est une femme qui va s'adapter à la situation et qui va réussir à survivre, prouvant que ces dames du Moyen-Âge, que l'on disait terriblement coincées, etc., savaient faire énormément de choses. Alors, elle remonte jusqu'en Norvège. Saint-Michel-de-Lerme, la Norvège, c'est quand même un beau voyage. Mais un voyage périlleux, parce que les Vikings sont de bons marins, mais ce ne sont pas des gens tendres. Alors, le long de la route, elles ont dû assister à quelques belles horreurs. Pillage, viol. C'est une société qui est excessivement violente. Et elles remontent jusqu'à la hauteur d'Oslo. Et elles arrivent dans une baie qui s'appelle l'Adé. Et là, le chef des Vikings, qui les a transportés, qui s'appelle Reynald, leur demande de s'installer. Mais s'installer comment? Parce qu'il faut voir comment ils vivaient. C'était assez tribal comme organisation. Les chefs vikings ont X femmes. Et je pense que Emma de Limoges a dû être obligée de beaucoup prier. Et beaucoup. Bon, toujours est-il qu'elle va rester 2 ans en captivité en Norvège. Et à Limoges, son mari remue ciel et terre parce qu'elle lui manque terriblement. Bon, c'est un dur, mais certainement quelqu'un de très épris de son épouse. Alors, il va tenter d'avoir des contacts avec les Vikings de l'Adé. Il y arrive grâce à l'entremise du duc de Normandie, dont l'épouse est originaire du Limousin. C'est une Turenne, donc... le duc va servir d'intermédiaire et Reynald va demander une énorme rançon. Énorme. Vous pensez bien que les Limoges ne sont pas aussi riches qu'on serait tenté de le croire. Alors il a une idée, il va demander aux abbayes, mais comme il a commis beaucoup d'exactions envers ces dites abbayes, il n'y a guère que l'abbaye de Saint-Martial de Limoges qui accepte de lui donner une statuette et quelques pierres précieuses. Donc, l'émissaire repart, voyez un petit peu, ses allées et venues, la Norvège, Limoges. Et Reynald trouve que ça ne suffit pas. Il ne rendra pas Emma et ses dames de compagnie, il lui faut encore plus. Alors, encore une fois, Guy Ier va aller pleurer, va réussir quand même à faire baisser la rançon et à réunir assez d'argent pour libérer son épouse. Elle sera restée 3 ans.
les chroniqueurs, certains chroniqueurs disent 7 ans, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle a fait des choses après, et comme elle est morte en 1027, si elle était rentrée en 1024, elle n'aurait pas eu le temps d'accomplir toutes ces choses. Donc elle a dû rester 3 ans. Je suppose que ça a dû largement lui suffire. Toujours est-il qu'aucun chroniqueur n'a jamais parlé du séjour d'Emma parmi les victimes. Et elle, quand elle est revenue, elle a vécu une vie de recluse sans parler, encore une fois, de ce qui lui était arrivé. Je suppose parce que le traumatisme était certainement trop fort. Alors, elle s'est rapprochée des églises et son mari, qui lui avait toujours vécu comme un mauvais chrétien, voyant le comportement exemplaire de cette épouse, a décidé de partir à Jérusalem en 1025. Donc il a regroupé des chevaliers, ils ont pris la route de Jérusalem, mais entre-temps, sur le chemin, il est tombé malade et il a dû rentrer à Limoges où il est mort en 1025. Donc Emma lui a survécu 2 ans, elle s'est éteinte en 1027 et c'est une histoire terrible parce que c'est une femme qui au départ avait fait 2 voyages avec Sideuil pour voir les remparts, mais ça c'était des voyages, on va dire, absolument pas difficiles, et elle n'aurait jamais imaginé accomplir, et dans de telles conditions, dans les conditions d'une prisonnière, un tel périple. Ce qui est certain, c'est que sa qualité de vicomtesse a obligé les Vikings à la garder en vie, et certainement à bien la traiter pour obtenir une rançon. C'est une monnaie d'échange. Mais voilà une femme qui a survécu. C'est pas évident. Surtout à cette époque, elle n'était jamais sortie de son Limousin, à part Ségur, Limoges, Exideuil. C'est tout ce qu'elle connaissait. Alors, c'est une des premières, et elle démontre un petit peu la complexité de la femme au Moyen-Âge. Parce qu'on a longtemps pensé que la femme était emmurée, enfermée, c'est pas vrai du tout. Bon, les femmes de la haute société, bon, c'est une société très pyramidale, la société féodale, mais les femmes de la haute société, elles, ont un accès d'abord à la lecture, à l'écriture. Ce sont des femmes qui ont des connaissances, d'abord, et ce sont des femmes qui ont toute leur vie une indépendance financière, parce que leur mari est obligé de leur fabriquer ce qu'on appelle un douaire, c'est-à-dire un bien composé d'espèces sonnantes et trébuchantes, de bijoux et d'immeubles. Et ce bien, elles en sont propriétaires, même lorsque leur mari décède. Donc, elles ont une indépendance financière. Elles ont aussi en charge l'éducation des enfants, du moins quand ils sont jeunes. Après, ce sont les pères qui s'en occupent parce que il faut leur apprendre à devenir des guerriers, et là, elles n'en sont pas capables. Enfin, et ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas assez souvent, quand les hommes vont partir en croisade, à partir de 1095, ils vont abandonner leur fief entre les mains de leurs femmes. Et ces femmes qui ne s'étaient jamais mêlées de politique vont être obligées d'administrer les domaines, déjà, avoir des contacts avec leurs vassaux, montrer qu'elles aussi savent être autoritaires, et bien certaines s'en sont fort bien sorties. Donc Emma, c'est un problème différent. Vous allez voir que la suivante et tout autre, c'est l'avantage de ces dames du château, elles sont toutes totalement différentes. La suivante, elle s'appelait Marie. Et ben, c'est une femme qui, elle, a vécu toute sa vie dans l'hypocrisie et la dissimulation. Elle avait un masque de douceur et de gentillesse, alors que c'était une ambitieuse qui n'était là que pour assurer le règne de son fils. Sa vie est différente de celle de Emma parce que c'est un deuxième mariage. Elle a été Marie d'Écart, puisque c'est une d'Écart, elle a été la deuxième épouse d'Adhémar III de Limoges. Alors Adhémar III, c'est lui qui a commencé à faire construire les tours
la tour vieille, au château d'Excideuil. Les grandes tours jumelles, donc la tour qui est à gauche quand on regarde la prairie. C'est lui qui a fait avancer les travaux du château. Alors il a été marié en premières noces avec une fille du comte d'Angoulême. C'était très important parce qu'il y a eu tellement d'histoires avec cette famille d'Angoulême qu'un rapprochement par mariage étant souhaitable, il a épousé une dame qui a un prénom qu'on n'a jamais retrouvé. C'est pas souhaitable qu'il revienne à la mode. Elle s'appelait Graille Humberge d'Angoulême. Donc elle lui a donné 2 enfants, une fille Bruissande et un fils Guy. Et elle s'est éteinte en 1090 à la suite de la naissance de ce garçon. Alors, Adhémar, il en a profité, il s'est déchaîné. Il s'est trouvé une maîtresse, Diane de Lignac. Il l'a installée dans son château d'Aix-sur-Vienne. Et là, les orgies se sont succédées à une vitesse terrible, aux grandes dames des prêtres de la vicomté de Limoges, qui un jour ont convoqué le vicomte et lui ont demandé de remettre de l'ordre dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié, une façon de remettre de l'ordre dans sa vie. Et il a épousé une toute jeune femme, en 1093, Marie Descartes. Donc Marie Descartes, c'est la famille originaire des Carres, en banlieue de Limoges, famille que l'on retrouve partout ici. Ils ont eu le château d'Excideuil, ils ont eu des châteaux partout, en Limousin, en Charente-Limousine et en Périgord. Famille très importante. Alors d'abord, cette Marie, les chroniqueurs, en particulier Adhémar de Chabannes, nous dit qu'elle est très jolie. Elle est toute jeune, elle est très jolie, elle est très douce, elle est charmante, et Limoges se dit formidable, notre vicomte va se tenir tranquille, on a enfin la dame qu'il nous fallait. Donc tout se passe bien au début, elle donne un fils à Adhémar, un fils qui s'appelle Élie, et tout va bien jusqu'à ce que Adhémar décide lui aussi d'aller en pèlerinage. Bon, il a beaucoup à se faire pardonner. Lui, c'est un bagarreur, il tue à tort et à travers, et tous les hommes d'église s'en émeuvent, donc il décide d'aller en pèlerinage, pas très loin, enfin de Limoges c'est quand même assez loin, puisqu'il part au Puy-en-Velay. Très bien, il fait son pèlerinage, mais sur le chemin, il est capturé lui aussi par un ennemi héréditaire des Limoges, qui leur en veut terriblement d'avoir le pouvoir et qui s'appelle Aible de Ventadour. Chez les vicomtes de Limoges, il y a 2 familles ennemies, les Ventadour et les Lastour. Et il y a toujours eu des histoires terribles entre eux. Donc Aible le capture, le met dans une prison, et notre cher Adhémar se dit, pour voir le temps passer, je vais me laisser pousser la barbe, comme ça je saurai que le temps passe. Bon, sa barbe lui arrive pratiquement jusqu'aux pieds. Elle est tellement lourde, disent les chroniqueurs, qu'il est obligé de la prendre sur son bras pour la porter. Alors, au château de Limoges, sur la place actuelle de la Motte, puisque c'est là où vivaient les vicomtes, château qui s'appelle le château du Breuil d'ailleurs, on s'excite un peu, et il y a un frère du vicomte qui veut aller le délivrer. Mais manque de chance, les gens qui l'accompagnent ne sont pas très très adroits, ils se font remarquer par Aible de Ventadour, et tout se passait au fil de l'épée, donc plus de solution pour sortir le vicomte de sa prison. Donc à Limoges, Marie Descartes tient le pouvoir. Elle n'a plus de vicomte, donc elle tient le pouvoir, et le pouvoir, elle veut le garder, parce qu'à côté d'elle, elle a le fils aîné d'Adhémar, donc Guy, qui aurait dû régner sous le nom de Guy III, qui est un garçon brillant, qui a fait beaucoup d'études auprès des moines, et surtout qui est un garçon très populaire. Bon, les chroniqueurs, alors je veux bien, les chroniqueurs, ils ont écrit des siècles après, souvent ce sont des choses qu'ils ont entendues, qu'on leur a rapportées, et que le temps a déformées, mais le chroniqueur qui est du coin, Geoffroy du Breuil, qui est de Clermont d'Excideuil, raconte que quand il va voir les paysans, il est acclamé, tellement il est sympathique. Alors c'est un garçon qui a un physique qui le dessert un peu,
il a gardé la noirceur des cheveux de sa mère et des yeux très noirs, plus une peau très mate, ce qui fait qu'à Limoges, on le surnomme le corbeau. Le corbeau est un oiseau qui n'a pas bonne réputation. Mais c'est lui qui doit régner, et il a toute l'aptitude pour régner. Et Marie Descartes se dit, ce garçon ne régnera pas. Mon fils Élie est là, donc c'est lui qui prendra la place de son père. Alors, finalement, Adhémar est libéré, heureusement, grâce encore à une rançon. Il veut, Aible de Ventadour, une rançon très lourde. C'est plus une punition qu'une rançon. 12 000 sous d'or. Vous imaginez en kilos ce que ça représente. Donc 12 000 sous d'or, et là, il délivre Adhémar. Alors Adhémar sort avec son énorme barbe, il s'empêtre plus ou moins les pieds dedans, il rentre chez lui, mais c'est plus le même homme. Il est terriblement diminué par sa captivité. Et il se trouve face à une femme mielleuse, certes, mais décidée à faire triompher son fils. Mais Adhémar défend le sien. Donc cette belle-mère se dit, si je veux que mon fils règne, pas d'autre solution que d'éliminer le rival. Elle va donc demander à une servante de lui procurer du poison, et elle va couvrir ce fameux Guy III, qui ne sera jamais III d'ailleurs, de pâtisserie. Il est très gourmand, alors elle lui fait ingurgiter des choses très douces dans lesquelles elle met du poison. Le poison, elle est intelligente, elle le met à faible dose, et un beau jour, il finit par tomber malade. Il s'étouffe, et il tombe raide. Bon, il a un de ses amis qui est à côté de lui, qui sait que l'abbé Amblard, qui est l'abbé de Saint-Martial, a de grandes connaissances médicales. Donc il va le quérir, et l'abbé lui administre un contre-poison, et Guy ressuscite. Alors Marie est très embêtée. Alors là, c'est vraiment le pompon. Que vais-je faire maintenant? Il va falloir que je recommence, mais que je sois très prudente, parce qu'il est possible qu'il se doute de quelque chose. Tout que c'est un garçon, dit la chronique, intelligent. Mais il est gourmand. Et la gourmandise va lui faire oublier tout principe de précaution. Ce qui fait qu'un jour de forte chaleur, elle lui propose une boisson aromatisée, ces fameuses boissons que l'on fait, dans lesquelles on met beaucoup d'épices. Et ces épices masquent les goûts, même le goût du poison. Il se régale, et là, elle a mis une très grosse dose, et il meurt. Impossible d'aller quérir l'abbé Amblard, vu qu'il est mort quelques mois auparavant dans des conditions mystérieuses. Et que c'est certainement Marie Descartes qui l'a fait empoisonner.